Alors, comme le film auquel on fait référence ici, hein, vous connaissez certainement, Chérie, j'ai dressé les gosses, même avec les meilleures intentions du monde, on peut parfois arriver à des résultats inattendus, très éloignés de ce qu'on souhaitait atteindre en termes de performance. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est basé sur nos retours d'expérience, hein, les différentes implémentations de SNOP. Et on va détailler les symptômes d'un SNOP qui dysfonctionne avec des recettes pour y remédier. Alors, à noter que ce webinaire s'adresse à tous ceux qui ont déjà mis en place un SNOP, mais également à ceux qui se posent la question de déployer ce processus, mais qui hésitent à se lancer. On va se présenter rapidement avec Mio pour démarrer. Donc, moi, je suis Johan Filippono, cofondateur et associé d'Alchemis. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le monde du conseil et de l'industrie, en étant passé par différents cabinets et au sein du groupe Volvo. Et j'ai des expertises initialement autour de l'excellence du développement de produits, la gestion de projet et plus généralement de la planification, qui inclut les sujets de SNOP que j'ai pu déployer dans différentes organisations, hein, du grand groupe à la PME. Et de mon côté, je suis Mio Raoul, j'ai quasiment 25 ans d'expérience en supply chain, dans des environnements industriels et des environnements de distribution. Et j'ai rejoint Alchemis il y a 2 ans. Et chez Alchemis, j'effectue des missions toujours en rapport avec la supply, et notamment beaucoup de mise en place de processus SNOP ou d'amélioration de processus SNOP pour des entreprises qui en sont déjà dotées. Alors, avant de commencer, un tout petit mot sur Alchemis. Hein. Donc, Alchemis Consulting, c'est un cabinet de conseil en management, en organisation, qui est basé à Lyon, et qui a été créé il y a une dizaine d'années. Et notre expertise, hein, c'est d'aider les entreprises industrielles à se transformer, industrielles ou de distribution d'ailleurs, avec 3 pôles, on va dire, historiques. Hein. Tout d'abord, la supply chain, avec tous les sujets qui tournent autour de la planification, l'ordonnancement, en flux tiré, ou on va dire la planification plus classique. Et c'est évidemment le SNOP se situe, on va dire, autour de ces sujets-là. L'excellence industrielle, notamment les sujets plutôt lean. Et enfin, les sujets autour du développement de produits et de la gestion de projet. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui nous ont rejoints en cours de route, donc on vient tout juste de démarrer, hein, vous n'avez pas loupé grand-chose, si ce n'est la présentation d'Alchemis. Mais n'hésitez pas à aller sur notre site internet si vous avez loupé cette présentation. Et là, on revient dans le vif du sujet du jour, donc le processus SNOP. Et l'objectif du jour va donc être d'évoquer les bonnes pratiques qui sont à respecter pour bien faire fonctionner son processus SNOP et faire en sorte qu'il délivre les résultats attendus. On mettra en évidence aussi les écueils classiques à éviter, et on essayera de battre en brèche quelques idées reçues qui peuvent être des facteurs limitants pour votre processus SNOP. On espère que toutes ces astuces vous permettront de tirer le meilleur de votre processus et qu'on lui évitera de dérailler, comme ça a été le cas dans le film qu'on a utilisé dans le titre de notre webinaire et dont vous avez quelques images à droite de l'écran ici. Alors, on prendra les questions à la fin de la session. Il y aura un peu de temps pour cela, mais n'hésitez pas au fil de l'eau, les ajouter dans l'espace dédié, hein, Q&R dans le Teams. Posez vos questions pour que nous puissions y répondre en fin de session. Alors, on va faire un petit rappel d'abord, ce qu'est un SNOP, hein, pour ceux qui ne maîtriseraient pas forcément bien ce standard. Donc, le SNOP, c'est avant tout un processus décisionnel. Il est là pour prendre des décisions qui tournent mensuellement et qui permet de confronter, d'un côté, la demande du marché, des clients, avec les capacités de l'entreprise à y répondre. Donc, quand on parle de capacité ici, on parle de différents types de capacités. Ça peut être la production, le stockage, les ressources humaines, financières, avec un objectif de trouver le meilleur équilibre, le meilleur compromis par rapport aux objectifs de l'entreprise, que ce soit des objectifs de rentabilité, de taux de service, de maîtrise du cash, voire des objectifs environnementaux, d'émissions de CO2 qui sont de plus en plus présents dans les entreprises d'aujourd'hui. Alors, le SNOP, c'est un processus qui va permettre de raccrocher les wagons entre la stratégie de votre entreprise et les opérations, et de s'assurer qu'il n'y a pas de décorrélation entre ces 2 horizons de travail. C'est aussi un processus qui va permettre de piloter le business plan de votre entreprise et d'ajuster sa trajectoire tout au long de l'année. Typiquement, ce qu'on rencontre, ce sont des business plans qui sont préparés en début d'année, mais forcément, le contexte va évoluer, il va évoluer en cours d'année, et le SNOP permet d'analyser ces changements et d'adapter les ressources qui sont prévues
par rapport à ces changements et d'optimiser l'impact sur les 3P qu'on a représenté en bas à droite de la slide. Et c'est aussi un processus qui doit donner de la visibilité, aussi bien dans le temps qu'entre services. Et c'est un processus qui doit bien sûr s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Alors, en complément de ces définitions, quelques points supplémentaires. Donc, le SNOP, c'est un processus qui anticipe avec un horizon moyen-long terme, hein, qu'on peut définir comme tactique, stratégique. C'est important de le mentionner, on y reviendra dessus, mais on n'est pas sur la vision court terme. C'est aussi un processus qui s'appuie sur une granulométrie agrégée, de type famille, famille de produits, famille de clients, etc. On n'est pas ici pour discuter du niveau référence très fin que vous pouvez avoir dans votre nomenclature produit, et dans votre hiérarchie produit, pardon. On est vraiment sur des mailles agrégées, des synthèses qui permettent de prendre des décisions sur du moyen long terme. Dans votre processus SNOP, vous allez parler de business et donc d'argent. Pour tirer le meilleur de votre SNOP, il ne faut surtout pas se limiter à évoquer des quantités ou des capacités. C'est la première étape, mais il faut aller au-delà. Il faut traduire ces quantités en éléments financiers, par exemple en chiffre d'affaires, en impact sur les coûts, en impact sur la marge. Et idéalement, il faut même aller jusqu'à une projection du résultat. Et enfin, le SNOP, c'est un processus qui doit faire intervenir l'ensemble des services de l'entreprise. La supply, bien sûr, mais aussi la production, le marketing, le commerce, la finance et le contrôle de gestion, et même, dans certains cas, les ressources humaines. Et c'est vraiment un processus qui permet d'aligner toutes ces équipes autour de la stratégie de l'entreprise. Alors, le SNOP, c'est un processus relativement standardisé, hein, qui a été défini il y a plus d'une quarantaine d'années et qui se déroule classiquement en 4 étapes, même si nous verrons, tout ça est ajustable. La première d'entre elles, hein, importante, c'est la Demand Review, ou revue de la demande. Donc, dans cette étape-là, qui implique le plus souvent évidemment le commerce, mais également le marketing, on va se poser la question qu'est-ce que le marché est prêt à nous acheter? Donc, on parle bien de vente potentielle. On réfléchit à la demande non contrainte, hein, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question si on est capable ou pas d'y répondre. On se pose la question de savoir si les clients souhaitent nous acheter ces produits-là, combien, quand, où. Et puis, on traite aussi de points comme le portefeuille produit, comment va-t-il évoluer, c'est quoi les futurs lancements, les arrêts produits, potentiellement tous les sujets autour des promotions, des catalogues, des catalogues tarifaires qui peuvent évoluer, tous ces points-là qui sont discutés, qui peuvent influencer cette demande client. Et donc, à la fin de cette première étape, on doit aboutir à un plan de la demande validé par les différents interlocuteurs présents lors de la réunion. Deuxième étape, qui intègre plutôt, elle, les opérations, c'est la supply review, revue capacitaire. Ici, on va projeter les capacités pour vérifier qu'on soit en mesure de répondre aux attentes du marché. Donc, on va se focaliser plutôt sur les ressources critiques de l'entreprise. On ne va pas regarder toutes les ressources une à une, ça serait bien trop complexe. Mais quand on parle de ressources, ça peut être relativement large. Hein. On peut être sur les ressources de production, de stockage, hein, si ça peut être limitant. Ça peut être des ressources de développement produit si l'ingénierie est un élément important d'industrialisation, etc. Donc, vous avez compris, l'objectif est de vérifier qu'on est en mesure de délivrer le plan attendu commercialement. Troisième étape, le pré-SNOP. Pré-SNOP, c'est une étape qui permet, sur la base des propositions, des scénarios qui ont été identifiés dans les étapes précédentes, d'évaluer, de valoriser ces propositions-là. Effectivement, je ne l'ai pas évoqué, mais dans la Demand Review, on peut très bien avoir deux options hein, qui peuvent être pertinentes de proposer, hein, une vision plutôt optimiste des ventes et une vision un peu plus pessimiste. De la même façon, sur la Supply Review, on peut aussi avoir des projections capacitaires et des options capacitaires différentes, hein, l'investissement dans des machines versus des changements organisationnels, voire la fabrication sur stock en avance quand c'est possible. Donc, tous ces scénarios, il faut les évaluer, être capable de les sélectionner aussi, parce qu'il y en a personnellement beaucoup, et surtout faire une recommandation pour la quatrième étape, qui est l'executive SNOP, qui regroupe le top management de l'organisation, hein, ça peut être un CODIR, hein, l'équivalent d'un CODIR, qui a pour but de faire des arbitrages, de décider et de valider les investissements proposés s'il y en a.
Alors, les 4 étapes que vient juste d'évoquer Johan doivent se dérouler sur un mois. Le processus SNOP, je ne sais plus si on l'a dit d'ailleurs, c'est un processus mensuel. C'est un processus séquentiel, donc chaque étape va alimenter l'étape suivante. Si on prend l'exemple de la Demand Review, la première étape, la Demand Review va alimenter, avec un plan de demande qui a été validé, la Supply Review. La Supply Review va ensuite alimenter le pré-SNOP, qui alimentera ensuite en scénario l'exécutive SNOP qui permettra de prendre les décisions. Et comme on vient de le voir apparaître à l'écran juste en bas, la bonne pratique veut de planifier ces réunions, par exemple la Demand Review la première semaine du mois, pour pouvoir ensuite faire la Supply Review la deuxième semaine, et ainsi de suite, pour arriver en fin de mois, en quatrième semaine, à l'exécutive SNOP. Un point important, c'est que en début de processus, on va avoir plutôt des opérationnels qui vont participer aux 2 premières instances, la Demand Review et la Supply Review. Et ensuite, en fin de processus, on sera plutôt sur un niveau exécutif pour pouvoir prendre des décisions. Alors, première question, comment mettre en place un SNOP pour ceux qui n'en sont pas dotés? Alors, notre recommandation, c'est avant tout de commencer par un diagnostic de votre organisation pour en identifier les forces et les faiblesses. En fait, vous avez probablement déjà aujourd'hui, même si vous n'avez pas de SNOP à proprement parler, des briques qui peuvent s'y apparenter. Le but n'est pas de tout balayer d'un revers de main sans se poser de questions, mais c'est vraiment de voir comment votre SNOP pourra s'intégrer dans votre environnement et de déterminer les actes d'amélioration qu'il y a à apporter par rapport à votre mode de fonctionnement. La phase de diagnostic va aussi permettre de déterminer quels sont vos enjeux et quels doivent être les objectifs de votre processus SNOP. Vous pouvez avoir des problématiques de service client, des problématiques de niveau de stock et de cash. Vous pouvez avoir des problématiques de capacité logistique ou de capacité de production, voire de capacité d'ingénierie. Tous ces enjeux vont aussi varier selon le contexte. Vous pouvez être dans un contexte d'activité très saisonnière. Vous pouvez être dans un contexte de pilotage de projets d'ingénierie ou de projets de développement. Vous pouvez aussi être dans une typologie d'activité avec d'énormes risques d'obsolescence. Et ces différents contextes et enjeux devront se refléter dans les principes directeurs de votre SNOP. Et la définition de ces principes directeurs, c'est justement la deuxième étape après le diagnostic. Et ces principes directeurs vont consister à s'aligner sur votre processus cible. Quelles seront les instances que vous voudrez mettre en place? Quelles sont les données d'entrée et les données de sortie de chaque instance? Quelle est la granulométrie à laquelle vous souhaitez travailler? Sur quel horizon de temps? Quel est l'agenda type de chaque instance? Vous aurez envie aussi de définir quels sont les indicateurs dont vous avez besoin pour animer chaque instance et piloter votre processus. Et ça peut aussi être utile à cette étape de formaliser des matrices de type RACI pour bien clarifier les rôles et les responsabilités dans le pilotage du SNOP. Et c'est tout ce travail préparatoire qui va permettre de bien expliciter les attendus de chacun, de clarifier les objectifs du SNOP, et c'est qu'une fois que vous aurez effectué ce travail préparatoire, que vous pourrez vous lancer dans vos premiers cycles SNOP. Et il y a un point important qui peut être utile, c'est d'effectuer une formation de l'ensemble de vos équipes sur ces principes du SNOP. Et ça permet vraiment d'aligner les équipes sur ce qu'est la colonne vertébrale du SNOP, et ça permet d'éviter des malentendus ou des attentes des attentes qui ne seront pas comblées par le SNOP. Alors, c'est vrai que c'est une chose de définir les principes directeurs, mais il est également indispensable d'avoir une équipe pour faire vivre le SNOP et à construire au démarrage du processus. Donc, ce sont des nouveaux rôles qui n'existent pas forcément à l'absence d'un SNOP et qui vont se cumuler bien souvent avec des fonctions existantes. On est rarement sur des rôles dédiés, évidemment, sauf sur des organisations plus grosses où c'est nécessaire de dédier des personnes. Le premier d'entre eux, le plus important, c'est le coordinateur SNOP ou animateur. C'est quelqu'un d'indispensable, c'est la cheville ouvrière du processus. Il fait en sorte que tout ce processus fonctionne. Donc, il va par exemple planifier les différentes instances. Il peut relancer les différents interlocuteurs impliqués qui sont en charge de fournir des données, des hypothèses sur des scénarios, par exemple. Il va les challenger.
il va s'assurer aussi que toutes les actions qui sont prises sont réalisées. Il va faire en sorte, in fine, d'avoir une ou plusieurs recommandations à faire recodir et s'assurer qu'on peut prendre des décisions sur cette base-là. Donc, on a bien les bons éléments d'évaluation. Et puis, c'est aussi lui qui va piloter l'amélioration continue du processus tous les mois, qui va se poser la question comment on peut faire mieux, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer dans le SNOP. Donc, c'est un peu, si vous voulez, le PMO, Project Management Office, du SNOP. Et c'est une personne qui peut venir des équipes supply chain, mais pas uniquement. On a vu vraiment c'est vraiment une personnalité d'abord qui doit être assez consensuelle et capable de naviguer entre les différentes équipes. Donc, on n'est pas toujours sur des personnes issues de la supply chain. On peut être au commerce ou d'autres fonctions sans souci pour jouer ce rôle de coordinateur. Deuxième rôle, potentiellement nouveau, surtout si vous n'avez pas de processus de prévision commerciale, c'est le Demand Planner. Le Demand Planner, c'est quelqu'un qui va donc évidemment plutôt être présent dans la première étape, un Demand Review, et qui va compiler les différents inputs, différents éléments qui vont permettre de réaliser la prévision. Donc, que ce soit des éléments internes, des plans de promotion, des deals en cours, etc., ou des éléments externes qui peuvent être pertinents pour réaliser la prévision. Ça peut être le cas selon certains produits, certains business. C'est quelqu'un aussi qui va challenger tous ces inputs, qui va potentiellement lui-même réaliser la prévision sur la base d'algorithmes, d'outils qui sont mis à sa disposition. Et puis un point très important, pourquoi on a besoin de ce type de profil, c'est quelqu'un qui va corriger les biais, retraiter les données, s'assurer de leur homogénéité, de la cohérence. C'est souvent la difficulté quand on a plusieurs personnes impliquées dans un processus de prévision. On a besoin d'avoir de la cohérence pour s'assurer qu'on prend tous les mêmes hypothèses et qu'on n'y arrive pas. Donc c'est quelqu'un qui va piloter la performance de la prévision, s'assurer que chaque mois on s'améliore aussi, et que le taux de fiabilité de la prévision est meilleur chaque fois. Enfin, le dernier rôle, assez classique, pas spécifique au SNOP, mais on a besoin d'un sponsor du processus. Donc lui s'assure que ce processus est pérenne. Il s'assure aussi de mettre en place les conditions pour que tout ça fonctionne. Donc c'est quelqu'un, bien souvent, à un niveau directeur, dans le comité de direction, qui s'assure qu'on a le bon niveau de participation, qu'on a les bons interlocuteurs dans les différentes instances et qui va mobiliser ses collègues du CODIR pour participer au SNOP et prendre les décisions. Donc, même avec des principes directeurs clairement énoncés et une équipe pour l'animer, comme on l'a vu, par rapport à nos expériences, on constate quand même régulièrement des dysfonctionnements dans des SNOP qui tournent, les SNOP de nos clients. Et donc, on va vous livrer ici quelques symptômes relativement classiques d'un SNOP planté ou qui pourrait l'être à court terme. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions directement dans l'espace dédié, si vous en avez, pour qu'on puisse répondre en fin de session. Alors, premier symptôme auquel on est régulièrement confronté, c'est le processus SNOP qui n'étudie qu'un seul scénario de vente et qu'un seul scénario supply. Donc, c'est exactement ce qu'on voit là sur la slide qui est présentée. La Demand Review, dans ce cas-là, a acté une augmentation des volumes de vente. Donc, dans la foulée, la Supply Review aboutit à une proposition d'augmentation de la production. C'est le seul scénario ce sont les seuls scénarios qui ont été étudiés. Alors, ces scénarios sont très probablement logiques, mais c'est dommage de se limiter à ça. Que se passera-t-il, par exemple, si les ventes ne sont pas au rendez-vous ? On doit étudier ces différents scénarios pour prendre des bonnes décisions, des décisions éclairées. Dans cet exemple, on aurait dû commencer déjà par positionner un degré de confiance par rapport au scénario d'augmentation des ventes. Pour le faire, il faut parfaitement expliciter les hypothèses qui sont prises en compte. Si on n'est pas sûr à 100% que les ventes vont fortement augmenter, et en règle générale, c'est jamais le cas, on n'est jamais sûr à 100%, il est raisonnable de préparer un deuxième scénario de prévision qui seront un peu moins optimistes. Ensuite, au niveau de la supply review, il y a plusieurs moyens d'augmenter la production. On peut, par exemple, ajouter des équipes de production la nuit ou le week-end. On peut aussi envisager des investissements pour augmenter la capacité de production instantanée et de manière durable. On peut aussi décider de ne pas augmenter la capacité de production, mais de lisser la production pour constituer du stock en anticipation d'une période de manque de capacité. Pour finir, on peut aussi, par exemple, envisager de la sous-traitance. Et chaque solution, chaque scénario a probablement des avantages et des inconvénients en termes de faisabilité, de coût, d'agilité pour s'adapter à de futurs changements. Et le scénario SNOP, c'est le processus idéal pour collecter toutes les données qui sont nécessaires
pour pousser ces réflexions jusqu'au bout. Et alors après, il y a quand même un écueil aussi, un autre écueil à ne pas éviter, dans lequel il ne faut pas sombrer, c'est de se noyer dans trop de scénarios. Alors on a des solutions par rapport à ça. Déjà, il faut préparer des scénarios clairs, différenciant les uns des autres et expliquer les différentes hypothèses qui sous-tendent chaque scénario. Il faut ensuite, on le disait, indiquer un degré de confiance par rapport à tel ou tel scénario. Et ensuite, c'est intéressant de croiser des scénarios extrêmes et de regarder ce qui se passe. Par exemple, croiser des ventes hautes avec un scénario sans augmentation de la capacité de production, ou au contraire des ventes basses, alors qu'on a décidé d'organiser la production pour fabriquer plus. Alors, le corollaire, le fait d'avoir des différents scénarios, un risque potentiel, en tout cas un symptôme qu'on rencontre parfois, c'est le fait que ces scénarios ne soient pas évalués. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs alternatives, mais pour prendre des décisions éclairées, c'est encore mieux d'avoir des alternatives qui soient valorisées, évaluées, ce qui permet de mesurer l'impact de ces différentes alternatives sur la marge, le résultat de l'entreprise, si c'est les éléments qu'on souhaite optimiser. Par exemple, devant une forte hausse de la demande, on peut facilement envisager des investissements capacitaires, plus ou moins lourds. C'est un peu ce qu'on propose ici dans l'exemple. Mais quid de simplement se focaliser sur les clients les plus rentables, au risque de perdre du chiffre d'affaires. Il est très difficile de dire finalement lequel des deux scénarios va être le plus optimum pour l'entreprise. Tout dépend de ce qu'on regarde. Et donc là, on a besoin de données financières. Donc ça semble peut-être évident à dire comme ça, mais c'est évidemment pas si simple d'y arriver. C'est un élément un peu complexe. Et c'est vrai que de nombreux SNOP auxquels nous sommes confrontés s'arrêtent à des considérations de charge-capacité sans véritablement de valorisation avec des éléments financiers. Et en fait, être capable de valoriser les scénarios, ça va nécessiter des données financières et donc très certainement l'aide, la participation du contrôle de gestion. Et ça ne peut pas s'improviser, on ne peut pas demander en dernière minute l'implication du contrôle de gestion, ça peut être un travail relativement lourd dans certains cas, et donc ça doit être anticipé, et c'est des fonctions qui doivent être impliquées dès le démarrage du SNOP. Mais évidemment, l'évaluation ne doit pas être uniquement financière. Les premières étapes, déjà, c'est d'être capable d'évaluer des avantages et des inconvénients, les risques des différents scénarios. Mio parlait tout à l'heure d'indice de confiance. Effectivement, ça, c'est vraiment la première étape de maturité. La seconde étant d'être capable d'évaluer plutôt financièrement ces différents scénarios. Alors, autre symptôme auquel on est régulièrement confronté, c'est le SNOP qui va se noyer dans les détails. Alors, on est sympa, on va vous donner un premier indice. Si dans le cadre de votre SNOP, vous passez en revue 30 familles de produits, vous n'êtes probablement pas sur la bonne piste. Pareil, si vous passez en revue 40 lignes de fabrication, c'est probablement mauvais signe. C'est pas bon signe non plus si vous passez une demi-heure à tergiverser sur les ventes et les réappros liés à un article spécifique, certes important, mais ce n'est pas le but du SNOP. Et pourtant, c'est souvent un réflexe naturel qu'on constate. Quelqu'un va évoquer une commande urgente pour un client important et tout le monde va s'engouffrer dans ce sujet. Or, dans le cadre du SNOP, on n'est surtout pas là pour traiter ces sujets spécifiques. On est là pour valider, par exemple, le plan de production sur les mois à venir. On est là pour se positionner sur des événements marketing ou commerciaux majeurs, voire pour évoquer des investissements nécessaires pour accompagner le développement de l'entreprise. Donc, surtout pas pour se noyer dans les détails. Donc, la solution les solutions qu'on a pour rester focalisé sur la photo d'ensemble, c'est déjà que le coordinateur SNOP ait l'autorité pour pouvoir recadrer tout de suite les échanges s'il commence à dérailler. Ensuite, le autre point très important, c'est la phase de préparation des réunions qui est cruciale. Et elle doit vraiment être l'occasion de faire ressortir les vraies problématiques à un niveau suffisamment agrégé, tel que vous l'avez défini dans vos principes directeurs. Et il faut absolument échanger à ce niveau d'agrégation suffisamment synthétique et se focaliser sur les enjeux concernant les ressources critiques, comme des machines saturées ou des compétences clés avec des disponibilités. Et si vous ne le faites pas, et si vous vous noyez dans les détails, vous prenez vraiment le risque de ne pas réussir à déboucher sur des décisions lors de vos instances. Alors, se mettre dans les détails, ça peut vouloir aussi dire
se focaliser sur le court terme. Et donc, un effort vraiment particulier doit être apporté à la prise de recul par rapport au court terme dans le SNOP. C'est vrai que lorsque vous lancez ce processus-là, dans les premières instances, il n'est vraiment pas rare de voir évoquer telle ou telle commande d'un client stratégique qui doit absolument livrer, indiquer qu'il manque telle ou telle info pour lancer l'OF en production, parler d'une crise avec un fournisseur qui n'a pas livré en temps et en heure. Donc, sans remettre en cause l'importance de toutes ces discussions qui sont nécessaires, le SNOP n'est pas déployé pour traiter ce type de problématique. C'est très important de garder ça en tête. Le SNOP ne remplace pas les instances de pilotage opérationnel. Et ce SNOP ne va pas dispenser d'avoir des points quotidiens, hebdomadaires, qui permettent de piloter les OF, les commandes arrivant, les expéditions, etc. Ce sont deux dimensions différentes. Le SNOP, lui, permet d'évoquer des problématiques qui sont évidemment pas sur le même horizon de temps. On va parler plutôt d'organisation de la production, d'investissement, donc des décisions qui nécessitent un certain délai de mise en œuvre. Et c'est ce qui explique pourquoi on a besoin d'en parler et de les valider plusieurs mois à l'avance. Et donc, il est crucial d'avoir un processus structuré pour prendre ces décisions. C'est vraiment l'objectif du SNOP. Sinon, ces problématiques, si elles sont pertinentes pour vous, elles seront traitées de toute façon, mais potentiellement de façon inefficace, sur un coin de table, dans l'urgence, voire sans avoir tous les acteurs concernés autour de la table. Ça, c'est évidemment très fréquent. On va prendre des décisions d'investissement sans consulter réellement, sans avoir l'avis commercial pour savoir si derrière on aura les ventes pour le soutenir, ou l'inverse, s'engager sur des ventes sans s'assurer qu'au niveau production, on va être à même d'y répondre. Donc, si on ne porte pas une attention particulière dès les premiers cycles du SNOP à cette question-là, le déploiement du processus peut être mis en péril, réellement. C'est-à-dire que les participants, ils ont parfois l'impression de perdre leur temps avec des réunions qui font doublon par rapport à des instances déjà existantes. Si vous parlez deux fois de la commande d'un tel, à la fois en SNOP et puis à la fois dans votre réunion hebdo, évidemment, là, ça ne fonctionne pas. Donc, si l'organisation et le pilotage opérationnel n'est pas efficace, c'est évidemment pas le SNOP qui va permettre d'y répondre. Et il faut se poser d'autres questions et potentiellement redéfinir les différentes instances, voir l'organisation elle-même. Donc, ça dépasse le cadre pur et simple du SNOP dans ces cas-là. Alors, autre problématique à laquelle on est régulièrement confronté, c'est le fait que la supply ne doit surtout pas porter à bout de bras l'ensemble du processus et avec les autres services qui ne sont que spectateurs. Alors, c'est pas forcément naturel, parce que la supply est forcément fortement impliquée dans le SNOP. Déjà, c'est souvent, la supply participe souvent au demand planning. Ensuite, la supply est responsable dans la plupart des cas, des analyses charge-capacité et de la collecte des informations qui sont nécessaires pour les réaliser. C'est aussi assez fréquent que le coordinateur SNOP appartienne au service supply, même si ce n'est pas systématique, comme Johan le disait tout à l'heure. Et donc, la supply est forcément fortement impliquée, mais en aucun cas, le SNOP ne doit être le processus de la supply. On l'a déjà dit, mais encore une fois, le SNOP, bien réalisé, permet de mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise, et donc il doit impliquer tous les services. Alors, si on prend quelques exemples, par exemple, la R&D. Pour la R&D, c'est l'occasion de donner de la vision sur l'avancement des projets de développement et de s'assurer de la disponibilité des ressources nécessaires sur le moyen et le long terme. Pour autre exemple, pour le marketing et le commerce, le SNOP sera l'occasion de faire du demand shaping. Ça veut dire de positionner des événements, les événements stratégiques au moment le plus approprié, en minimisant les ressources nécessaires et en maximisant le retour sur investissement. Pour la production, le SNOP pourrait être l'occasion de se projeter sur des évolutions moyen terme ou long terme de son outil de fabrication, en termes d'organisation, en termes d'adaptation technique nécessaire, en termes de compétences ou de polyvalence nécessaire. Autres exemples, les ressources humaines. Le SNOP peut donner des indications précieuses sur les besoins en différentes compétences. Ça peut orienter les budgets de formation, ça peut aussi orienter les futurs recrutements. Et dernier exemple, le contrôle de gestion et la finance pourront bénéficier d'une réactualisation mensuelle des projections financières dans le cadre des SNOP les plus évolués et de l'atterrissage de fin d'année, et ça évite pas mal de mauvaises surprises quand on arrive en fin d'exercice.
Donc le SNOP, c'est clairement tout sauf le processus de la supply, et c'est vraiment un outil qui, bien utilisé, permet d'aligner la stratégie, l'ensemble des services sur la stratégie de l'entreprise, et d'optimiser l'utilisation des ressources, quelles qu'elles soient. Après, bien sûr, pour ce faire, il faut l'implication de tous les services. Et une bonne pratique, c'est de mettre ces différents services à contribution dans la préparation des différentes instances du SNOP, et ne surtout pas laisser cette préparation sous la responsabilité seule du coordinateur SNOP, par exemple. Alors, un point qui est aussi relativement classique, qui est vrai pour les SNOP, mais pas uniquement, hein, c'est le sujet des indicateurs. Donc, on est confronté à plusieurs écueils, hein. Le premier, ça peut être le manque d'indicateurs, simplement. Et pourtant, c'est vrai que ces indicateurs sont indispensables pour piloter la performance et puis pour prendre des décisions. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment l'objectif. Prendre des décisions de façon objective, avec des éléments quantifiables. Exemple, l'indicateur de la fiabilité de prévision. C'est un indicateur qui est très utile pour jauger la capacité à réaliser des scénarios de vente, hein, qui ont été proposés. Si on a plutôt une fiabilité faible dans le passé, il va peut-être pas falloir s'engager tout de suite avec des investissements lourds sur un plan des ventes très ambitieux. Il faut quand même se poser la question si on est vraiment capable de le réaliser et si dans le passé on a démontré qu'on était fiable là-dessus. Donc le manque d'indicateurs, c'est un premier point. Mais je dirais le plus souvent, on a trop d'indicateurs. C'est peut-être plutôt cet écueil-là qu'il faut mettre en avant, parce qu'on a de plus en plus de facilité à avoir des données, de plus en plus d'outils. Et le risque, c'est de se noyer dans tous les indicateurs, qu'on perde l'objectif qui est de prendre des décisions sur les plans les plus avantageux pour l'entreprise, qu'on ne regarde que la moitié, qu'on passe beaucoup de temps à les mettre à jour. Donc évidemment, il faut faire le tri. Ça n'empêche qu'on peut avoir des indicateurs qui peuvent être calculés, mais pas forcément montrés en réunion, et simplement mis en backup, en annexe, si nécessaire. Et on affiche que chaque mois, ceux qui sont vraiment pertinents pour les sujets donnés. Un troisième écueil possible, c'est le manque d'alignement sur la définition des indicateurs. D'avoir des indicateurs qui ne sont pas partagés entre les services, qui soient vraiment calculés spécifiquement par l'une des équipes. Et donc là, c'est l'exemple qu'on a voulu mettre en avant sur cette slide, c'est le taux de service, par exemple, où on peut avoir plusieurs définitions. Est-ce qu'on parle à J ou à J+3? Est-ce que c'est l'engagement, la demande du client, ou c'est l'engagement qu'on a pris vis-à-vis du client qui va compter, etc., etc. Donc, ce manque d'alignement, c'est aussi un risque par rapport aux indicateurs. Donc l'objectif est évidemment pas de faire une revue de performance sans prise de décision. On ne veut pas que le SNOP soit une pure instance de reporting. Là, il y a d'autres instances pour ça, et donc c'est important de ne pas le réduire à cette dimension. Et donc pour avoir les bons indicateurs, en gros, il y en a quelques-uns qui nous semblent indispensables. Évidemment, tout ça est à customiser, on l'a dit, hein, dans les principes directeurs, mais grosso modo, il est important de pouvoir projeter, dans le cadre du SNOP, des chiffres d'affaires, des marges, l'utilisation des différentes capacités, notamment des ressources critiques, de projeter en termes de taux de service, de stock, voire plus globalement d'utilisation du cash. Et donc ça, c'est on va dire des indicateurs, des projections qui sont classiques, je dirais, dans certaines entreprises et qui ne sont pas spécifiques au SNOP. En revanche, on a l'indicateur de la fiabilité de prévision qui est aussi très important, qui est lui un peu plus spécifique à ce processus-là et qui est normalement très important. Alors, Johan l'évoquait à l'instant, les instances SNOP doivent être des instances de prise de décision, et elles ne doivent pas se limiter ou ressembler à des réunions de travail, et elles ne doivent surtout pas consister à se renvoyer la balle comme on le voit sous les yeux, comme on l'a sous les yeux. Alors, pour éviter cet écueil, cette absence de prise de décision, nos recommandations sont déjà de bien préparer les réunions en amont, on en a parlé tout à l'heure, et de faire ressortir les enjeux clés qui nécessitent des actions ou des prises de décision. Le deuxième point important, c'est de préparer des scénarios clairs, on en a parlé aussi, qui aident à la prise de décision. Et ensuite, le troisième point, c'est une astuce toute bête, mais qui marche, c'est de réaliser un suivi des décisions qui sont prises et des actions correspondantes. Et ensuite de reprendre ce plan d'action de cycle en cycle et de s'assurer de la bonne réalisation des actions qui avaient été convenues. Alors maintenant que nous avons vu les symptômes d'un SNOP défaillant, on aimerait battre en brèche, on va dire, un certain nombre de préjugés qui peuvent parfois
empêcher de faire évoluer un CNOPI défaillant, voire même de lancer une démarche. Donc, toujours, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, auxquelles on pourra répondre sur la fin de ce webinaire. Alors, le premier préjugé auquel on est régulièrement confronté, c'est on arrive dans une entreprise qui n'est pas dotée d'un système de prévision et qui va avoir l'impression que dans son contexte, c'est impossible de faire des prévisions. On est souvent confronté à ce préjugé, notamment de la part des équipes commerciales dont les infos sont pourtant cruciales pour élaborer des prévisions. Et notre position, c'est quelle que soit la fiabilité de la prévision, il est toujours préférable d'avoir une prévision plutôt que de ne pas en avoir, et d'avoir des services qui travaillent chacun sur leur propre hypothèse. Et dans ce cas-là, on a de très grandes chances de ne pas être alignés entre services. Donc, on veut faire des prévisions, et on s'aperçoit qu'en se basant sur quelques éléments factuels, quel que soit le contexte, en fait, on arrive toujours à construire une prévision. Alors, quelques questions classiques. À quoi va servir le produit sur lequel on est en train d'essayer de faire une prévision? Est-ce que la vente de ce produit est liée à des facteurs externes, par exemple des indicateurs économiques? Est-ce que ces ventes sont liées à la vente d'un autre produit? Quelle est la fréquence potentielle d'achat et de réachat? Quelle est la part de marché de l'entreprise sur ce produit? Ça permet de dimensionner le marché potentiel. Il y a aussi des informations très importantes qui peuvent être communiquées par le commerce et le marketing, par exemple une évolution de la taille de la force de vente, des recrutements prévus au niveau de l'équipe de vente, qui forcément doivent avoir un impact sur la capacité de vente et le niveau des ventes. Donc, clairement, avec une série de questions sur des éléments factuels, on arrive systématiquement à construire des prévisions. Et ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'au-delà du chiffre auquel on aboutit, ce qui compte avant tout dans le cadre du SNOP, c'est de discuter les hypothèses qui sous-tendent ces chiffres et de les mettre en évidence lors des instances SNOP. Alors, deuxième préjugé quand même souvent confronté, c'est le point, on va passer encore plus de temps en réunion. À quoi ça va servir? Donc c'est vrai que le SNOP, c'est un processus structuré, on l'a vu, plusieurs réunions mensuelles. Et la première réponse à ce point-là, c'est ces réunions doivent être préparées. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réunions fleuves de plusieurs heures. Il faut qu'elles soient relativement concises, 1 heure, 2 heures grand maximum pour certaines d'entre elles, avec une préparation maximale qui permet d'éviter de rentrer dans les détails, de traiter des questions qui peuvent être gérées au préalable. Et donc là, c'est le rôle du coordinateur SNOP de s'assurer que ces réunions sont bien préparées par les acteurs concernés pour arriver avec les éléments qui permettent de valider ou de prendre des décisions. Deuxième point que je souhaiterais mentionner, c'est que déjà sur le court terme, on va pouvoir remplacer des réunions existantes. Donc certes, le SNOP va prendre du temps, mais potentiellement, c'est à la place d'autres réunions qui existent déjà. Et donc là, ça nécessite quand même de bien cartographier les instances existantes pour éviter d'avoir des doublons. Parce que, comme on l'a aussi déjà dit, bien souvent, vous ne partez pas de zéro. Même si vous n'avez pas de SNOP, vous avez déjà des instances, des lieux de discussion qui permettent de prendre des décisions similaires, mais pas de façon aussi structurée, aussi performante. Et surtout, pas de façon aussi partagée. Donc, à court terme, vous pouvez gagner déjà en supprimant certaines instances, en réduisant certaines instances existantes et en incorporant ces discussions dans les SNOP. Et puis, le plus gros bénéfice que vous aurez, c'est après un certain temps d'implémentation, si vous êtes capable avec le SNOP de mieux gérer le moyen terme, ça va vous éviter de gérer des problèmes à court terme, gérer des crises, des urgences, qui vous prennent en fait beaucoup plus de temps que pourront vous prendre des réunions SNOP. C'est du temps difficile à quantifier, informel, c'est la gestion, c'est des réunions, ça peut être des emails, beaucoup de communication informelle ou non, qui peut être évité par le SNOP et un SNOP performant. Donc non, oui, vous avez passé potentiellement plus de temps en réunion à court terme. Oui, le SNOP est structuré avec beaucoup de réunions, mais en réalité, vous devez être gagnant. Et si vous ne l'êtes pas, il y a un problème sur le temps global passé avec ce processus. Alors, troisième préjugé, le fait d'absolument suivre le processus standard en 4 étapes.
Alors, ces 4 instances font partie du processus recommandé dans les bonnes pratiques. C'est un processus qui a été éprouvé et qui fonctionne. Donc, a priori, la reco, c'est de les suivre. Malgré tout, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il faut savoir rester agile et il faut savoir aussi s'adapter au contexte, à la taille de l'entreprise et aux enjeux. Quelques exemples, dans les petites structures, les équipes sont présentes sur le même site et peuvent avoir une facilité pour échanger. Et dans ce cas-là, on peut avoir intérêt à limiter le nombre d'instances et par exemple à ne pas avoir d'instances de pré-SNOP, de passer directement de la supply review à l'executive SNOP. À l'inverse, dans des grands groupes, on peut avoir au niveau le plus agrégé, donc au niveau du groupe, la nécessité d'un SNOP et d'un executive SNOP sans avoir les étapes précédentes et d'avoir simplement un résumé du plan de demande et des problématiques supply dans cet executive SNOP. Et malgré tout, quand on descend dans cet exemple-là au niveau des filiales, on déroulera très probablement l'ensemble des 4 étapes au niveau des différentes filiales. En fait, même s'il faut rester agile, ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'il y a des incontournables. Il y a des jalons à respecter. Il faut par exemple valider des scénarios de demande. Il faut ensuite identifier les ressources critiques et identifier les leviers qui sont envisageables pour s'adapter aux évolutions, aux changements de contexte. Et il faut réussir à identifier les scénarios intéressants à étudier et ensuite à proposer des recommandations par rapport à ces scénarios. Et donc, même si certaines de ces étapes ne sont pas matérialisées par des instances formelles, il faut vraiment s'assurer que ces jalons de validation sont quand même respectés. Mais ça peut être, au lieu d'être une instance SNOP, ça peut être une réunion entre 2 personnes avec une simple validation par mail. Alors maintenant, il y a la question des outils qui se pose, hein, comme n'importe quel processus. Est-ce qu'il faut forcément des outils complexes pour lancer un SNOP? Donc c'est vrai qu'un SNOP va consommer beaucoup de données et il génère une certaine complexité, notamment quand on commence à rentrer dans la création de scénarios et leur valorisation. Ça, c'est un fait. Mais au lancement, notre préconisation, lorsque vous lancez ce processus-là, vous êtes dans les premières étapes, il faut surtout éviter de s'outiller trop lourdement. Et donc, on préconise d'aller utiliser des outils simples, connus par tous, type Excel, Power BI, qui seront suffisants pour tester le processus. Parce que, on l'a dit, hein, c'est un processus qui va s'améliorer petit à petit. Et entre ce que vous aurez défini dans les principes directeurs définis au démarrage et ce que vous allez mettre en place sur les premiers mois, il y aura forcément des différences, des ajustements nécessaires, des améliorations. En termes de participants, d'indicateurs, d'étapes du processus potentiellement, et puis in fine des outils. Et donc d'avoir un outil type Excel très souple que vous pouvez modifier rapidement, c'est vraiment nécessaire pour démarrer. Alors c'est vrai qu'ensuite, quand vous aurez atteint un certain niveau de maturité, vous serez sur des sujets un peu plus complexes, hein, de valorisation et multiples scénarios. Ces outils-là vont montrer des limites. Ça, c'est clair. Et d'autant plus si vous avez une organisation complexe, ça ne pourra plus fonctionner. Et donc, il peut être nécessaire, hein, mais pas dans 100% des cas, il peut être nécessaire d'investir dans certains outils qui vont permettre de dérouler ce processus. Donc, on n'est pas dans les niveaux de complexité de la mise en place d'un ERP, hein, c'est évidemment plus simple. Et il y a plusieurs types d'outils selon vos besoins. Donc, on peut avoir des boîtes à outils, hein, en gros des outils très, très configurables qui ne sont pas spécifiques au SNOP, mais qui peuvent être configurés pour gérer le processus avec des workflows, du reporting, enfin des indicateurs, etc., des moyens de simulation. Donc ça, c'est des outils comme Board, Ganaco, Spinman, par exemple. On va avoir aussi des outils vraiment spécialisés sur le SNOP, soit très pré-packagés, plus orientés PME, et puis d'autres plus grands groupes, hein, donc entre Colibri, QAD, Future Master. Puis enfin, on a des modules aussi issus des ERP. Là, je pense à SAP IBP, qui est un module dédié, mais là, on est évidemment plus orienté grand groupe. Donc, des solutions utiles en existent, mais la reco, c'est vraiment démarrer simple, garder l'agilité, et ensuite, une fois qu'on a un processus éprouvé, rédiger un cahier des charges et éventuellement en outil. Alors, le dernier point important qu'on souhaitait aborder, c'est le fait que vous devez absolument rester dans une démarche d'amélioration continue.
Donc normalement, les principes directeurs de votre SNOP ne seront jamais définitivement gravés dans le marbre et vous n'arriverez jamais à la situation où vous aurez mis la touche finale sur votre œuvre d'art. Donc vous devrez constamment continuer à vous adapter aux évolutions de contexte, à faire évoluer par exemple les agendas de vos réunions, faire évoluer éventuellement la liste des participants aux différentes instances, voire faire évoluer les indicateurs que vous utilisez pour piloter votre SNOP. Et pour ça, la bonne pratique que l'on a à vous recommander, c'est de vous garder 5 minutes à la fin de chaque cycle SNOP, donc normalement à la fin de l'exécutive SNOP, pour passer en revue ce qui a bien marché et ce qui, au contraire, a besoin d'être amélioré. Et ça vous évitera d'éventuelles dérives dans le cadre de votre processus SNOP. Alors, au fil de cette présentation, on a parcouru les différentes sources de dysfonctionnement dans la SNOP, hein, qui peuvent être nombreuses. Donc, c'est peut-être un processus qui, sur le papier, hein, peut sembler assez simple, peut-être, mais il y a évidemment beaucoup de pièges à éviter. Je pense qu'on les a listés. Malgré tout, il ne faut pas utiliser ces difficultés potentielles pour ne rien faire. Si le SNOP est identifié comme un processus qui peut vous apporter de la valeur, hein, ça c'est important, il vaut mieux démarrer, même dans un mode de fonctionnement qui ne sera pas parfait, mais rentrer, ça c'est majeur, rentrer dans cette logique d'amélioration progressive, en se posant chaque mois la question, qu'est-ce qu'on peut ajuster, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et rentrer et travailler sur des boucles courtes pour gagner en maturité. Vous serez peut-être probablement pas capable de construire un scénario dès le premier mois, et encore moins de l'évaluer de façon avec des éléments financiers, mais c'est peut-être quelque chose qui arrivera au bout de 4, 5, 6 mois. Un SNOP peut mettre plusieurs mois, voire une année pour atteindre le niveau de maturité souhaité, hein, c'est tout à fait normal. Donc attention, malgré tout, une fois que vous avez atteint ce niveau de maturité, hein, c'est ce que Nio évoquait à l'instant, vous pouvez tout à fait perdre la dynamique de ce processus-là. Parce que les besoins business évoluent, vos organisations évoluent, les personnes changent. Et à un moment donné, si le SNOP n'arrive pas à évoluer au même niveau, à se remettre en question, si les personnes ne voient plus l'intérêt de ce processus-là, vous pouvez redescendre en maturité, voire même le processus peut disparaître. On l'a vu parfois, faute d'intérêt des différents participants. Donc on espère que ce webinaire vous a plu. On arrive à son terme. On espère qu'on a pu répondre déjà à certaines de vos interrogations. Mais bien sûr, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster sur l'espace dédié là, de ce Teams pour qu'on puisse y répondre dès à présent. Si jamais vous n'avez pas de questions dans l'immédiat, dans la slide suivante, on vous a indiqué nos coordonnées. Donc, il y a peut-être des pratiques honteuses dans votre SNOP que vous n'avez pas envie d'évoquer en public. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra en discuter. On se fera un plaisir d'en discuter avec vous, Johan et moi. Mais en tout cas, pour l'instant, profitez-en. Si vous avez des questions que vous souhaitez évoquer, profitez-en et on essaiera d'y répondre avec Johan. Alors justement, je vois qu'il y a un point. Effectivement, j'allais y venir. Vous allez recevoir normalement par email, hein, si vous êtes inscrit, la transcription de ce SNOP avec la vidéo associée. Donc, vous serez en mesure de le revoir par la suite. Alors, on a une première question. Quels indicateurs sont à prioriser pour ne pas être noyé? Alors, là, je peux y répondre parce que c'est le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'indicateurs hein, dans les organisations, bien souvent. On déborde plus d'indicateurs plutôt que pas assez, plutôt que trop que pas assez, bien souvent. J'ai évoqué, dans la SNOP, l'idée, c'est de se projeter. Donc, on va projeter quoi? On va projeter des chiffres d'affaires, on va projeter potentiellement des marges, également un taux de service, hein, si on est capable de répondre ou pas à la demande. On va projeter des capacités, un taux d'utilisation de ces capacités. On va aussi projeter des stocks, des niveaux de stock, et potentiellement un niveau de cash. Ça peut être aussi l'utilisation du cash
tel qu'il va être par rapport aux plans qui ont été décidés. Donc ce sont là, pour nous, les indicateurs principaux hein, qui permettent de se projeter dans le futur, qui sont pertinents, auxquels j'ai rajouté, on l'a évoqué à plusieurs reprises, la fiabilité des prévisions. C'est un élément important. Et celui-là, il est indispensable pour le processus. Par rapport à la fiabilité, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber votre SNOP si la fiabilité est mauvaise. C'est simplement que ça vous permettra de vous adapter différemment en fonction de la fiabilité de vos prévisions. Oui, et puis la fiabilité, le mesurer est un moyen de l'améliorer, donc c'est bien pour ça qu'on a besoin de cet indicateur et surtout pas pour tout stopper. Exactement. Une deuxième question, le SNOP est-il adaptable à tout type d'entreprise, de production, de services, d'ingénierie, de BTP? J'aurais tendance à dire oui, à partir du moment où vous consommez des ressources et où vous avez une activité prévisionnelle qui va consommer ces ressources, le SNOP peut s'appliquer. Après, je vais laisser Johan compléter si besoin, mais en tout cas, chez Alchemis, on a déjà mis en place des SNOP dans des secteurs très variés, y compris que ce soit des secteurs industriels ou des secteurs uniquement de distribution. Et dans tous les cas, le processus avait sa pertinence. Et pour reprendre l'exemple qui est donné, enfin la question les services d'ingénierie, oui, pourquoi pas, hein, puisqu'on parle de ressources également. Hein, c'est du service, mais avec des ressources critiques, des types de compétences. Donc on peut imaginer, hein, surtout si on a besoin de recruter, on a besoin d'une visibilité à plus long terme pour développer des compétences recruter, de faire un SNOP pour gérer ce type de ressources. Et d'ailleurs, donc si on est sur une société qui est purement de services d'ingénierie, ça peut être pertinent, mais dans une entreprise industrielle qui a des ressources d'ingénierie hein, pour développer ses produits, on peut parfois intégrer cette dimension-là dans le capacitaire, hein, pas se focaliser uniquement sur la production, si jamais ça peut être un goulot pour délivrer le plan des ventes. Je trouve que c'est vraiment la question qui est importante. Il ne s'agit pas de passer en revue toutes les ressources de l'entreprise, ça serait beaucoup trop consommateur de temps et complexe. En revanche, il faut s'attarder sur les goulots d'entreprise, les ressources critiques. Et si l'ingénierie en est une, il faut la regarder dans le SNOP. Alors, autre question, comment concrètement on évalue l'indice de confiance d'un scénario? Alors, oui, je peux évoquer quelques points. Si on parle de scénario des ventes, hein, le taux de fiabilité de la prévision passée est un bon moyen d'évaluer ce taux de confiance. Il y a une évaluation de risque hein, en mettant bien en avant les risques par rapport aux différentes hypothèses qui ont été prises. Donc ça, c'est une revue qui peut être faite hein, plus spécifiquement. Donc là, on parle de scénario un peu plus complexe, un peu plus structurant. Et puis, une bête analyse avantages-inconvénients permet aussi d'avoir une vue pour comprendre où est-ce qu'on y croit ou pas, quoi. Donc, c'est le cumul, on va dire, de tous ces éléments-là qui, à la fin permettent d'évaluer le niveau de confiance qu'on a dans les scénarios. Oui, et encore une fois, on en revient aux hypothèses qui sous-tendent les scénarios, et ce qu'il faut, c'est challenger ces hypothèses et avoir des éléments factuels qui permettent de se forger cet indice de confiance. Ouais, j'ai un exemple tout bête, mais si on se dit on va doubler les ventes à horizon 1 an, ok, très bien, on peut y croire. Hein, mais qu'est-ce qu'on a comme hypothèse derrière? Est-ce que c'est des clients, des nouveaux clients qui vont rentrer, auquel cas on a déjà des discussions avec certains grands comptes qui pourraient effectivement aider à doubler les ventes? C'est quoi le pipe commercial? Enfin, c'est quoi toutes les hypothèses qu'on met derrière ces prévisions pour arriver à être confiant ou pas? Donc, les hypothèses sont vraiment majeures en fait derrière ça. Et donc, il n'y a pas pour répondre aussi plus directement à la question, il n'y a pas un indicateur qu'on appellerait indice de confiance qu'on va calculer avec une méthode scientifique. C'est plutôt de l'empirique et on va dire au cas par cas, basé sur tous les éléments qu'on a listés. Le point suivant, une fréquence mensuelle du processus, un post-type paraît trop difficile à tenir. Alors c'est vrai que parfois, hein, c'est une remarque qu'on nous fait, et on l'a évoqué, ça peut être beaucoup de réunions. Et dans certains cas, on l'a vu, hein, on peut être sur une fréquence qui ne sera pas mensuelle, qui peut être trimestrielle. Ça peut arriver, donc ça fait partie des choses qu'il faut calibrer au début. Mais pourquoi une fréquence mensuelle est importante? Quitte à faire des réunions plus courtes s'il n'y a pas vraiment d'écart par rapport au mois précédent. Mais pour nous, la bonne pratique, ce serait de maintenir quand même les instances, mais à les réduire en temps dans ces cas-là, en disant
voilà, on a fait une mise à jour des prévisions, mais on va pas mais il y a peu d'écart, pas d'événements majeurs, pas de scénario nouveau. OK, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce qu'on est d'accord avec cette hypothèse-là? On fait ces points de validation, on les tient et on le fait mensuellement parce que mensuellement, ça permet d'avoir une bonne agilité. On sait que les marchés peuvent se retourner rapidement et donc avoir une fréquence qui soit trimestrielle, parfois, hein, dans certains types de marchés, certains types d'organisations, hein, encore une fois, là, on est en train de définir des généralités, il y a des cas particuliers, mais on va dire dans la plupart des cas, le mensuel est quand même une bonne pratique et permet d'avoir cette agilité. Et vous pouvez tout à fait réduire l'impact et le temps passé si les écarts sont faibles d'un mois à l'autre. Alors, on a une question, on y reviendra peut-être après. Je vais passer à la question suivante sur les outils de prévision. Recommandons-nous des outils pour la prévision de vente? J'aurais tendance à dire que, Johan on a cité plusieurs tout à l'heure, plusieurs types, et ça pourra dépendre du contexte de votre activité. Dans certains cas, vous aurez intérêt à vous tourner vers des outils déjà prépackagés parce que vous n'avez pas de spécificité importante dans votre activité. En revanche, dans d'autres cas, et on y a déjà été confronté, vous aurez intérêt à plutôt vous tourner vers des boîtes à outils qui ne sont pas forcément spécifiques à la prévision d'ailleurs, mais qui permettent vraiment de s'adapter aux spécificités de votre contexte. Donc c'est difficile, sans avoir connaissance du contexte, de préconiser un outil spécifique. Il faut garder à l'esprit qu'il y a plusieurs types d'outils. Oui, il y en a bon nombre, j'en ai cité quelques-uns et ce n'était pas une liste exhaustive, mais ceux qu'on a cités, en tout cas, font partie des outils recommandables, en tout cas. Oui, tout à fait. Et je reviens sur la question du SNOI. Alors là, je vais la lire. Vous avez mentionné indirectement le SNOI, Sales and Operations Execution, sur le suivi de la performance de la réalisation du SNOP. Avez-vous des conseils sur la structure ou les bonnes pratiques? Alors, je remercie Sylvain pour cette question et ça pourrait être d'ailleurs le thème de notre prochain webinaire à voir. Et après, ça ne va pas être simple de répondre à cette question en 2 minutes parce qu'on est sur un autre sujet hein, que le SNOP. Mais en effet, c'est complémentaire par rapport au SNOP. Et je pense que Johan en a parlé très rapidement tout à l'heure, mais c'est important d'avoir des instances SNOI qui permettent de piloter le court terme et de ne surtout pas faire doublon avec le SNOP. Alors des conseils sur la structure ou des bonnes pratiques, ce serait déjà d'avoir ces réunions de manière systématique, comme toute bonne réunion opérationnelle court terme. Il faut vraiment qu'il y ait du systématique et des agendas très clairement établis et des indicateurs qui ne seront pas les mêmes indicateurs que le SNOP, mais des indicateurs à suivre de manière très régulière pour animer ces instances. J'aimerais un point complémentaire qu'on n'a peut-être pas trop évoqué aujourd'hui, c'est le fait de cascader aussi les informations venant les décisions qui ont été prises en fin de cycle SNOP tous les mois. C'est important de clarifier à qui doit les recevoir et d'avoir un flux d'informations descendant par rapport à ces décisions-là pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc, on a vu, c'est une boucle, hein, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, on doit communiquer ces éléments-là pour que le mois suivant, on prenne en compte ces décisions et qu'on puisse derrière s'assurer leur mise en œuvre. Mais potentiellement, il peut y avoir d'autres personnes qui ne sont pas impliquées directement dans le cycle SNOP qui ont besoin de ces informations-là. Donc, il faut veiller à bien calibrer ce flux d'informations. Alors, on a une dernière question et après, on arrêtera pour ne pas déborder. Alors, même si la mécanique est assez standard, il y a des fois des décalages entre le SNOP et son application. De ton expérience, quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans la mise en pratique du SNOP quand on doit le décliner dans le MPS, PDP? Je dirais que déjà la première grosse erreur, c'est de ne pas le décliner en effet dans le PDP. Le but, c'est en fin de SNOP d'arriver à avoir défini un cadre pour les opérations et de décliner ensuite en effet sur ce cadre dans le MPS. Après, des erreurs classiques, j'en ai pas en tête là. Non, moi, j'ai pas de point complémentaire à ajouter sur ce point-là. Et
Si, je vois que c'est Andrea qui a posé la question, donc si tu souhaites en reparler, il n'y a pas de souci par ailleurs. On va devoir clôturer ce webinaire. On vous remercie tous pour votre participation et puis votre participation active avec vos questions qui ont permis d'ajouter quelques points complémentaires. N'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Vous avez nos coordonnées et puis, comme je le disais, vous recevrez un lien vers cette présentation prochainement. Donc, on vous dit à très bientôt et bonne journée. Merci beaucoup.